Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée où on va discuter de la fiscalité applicable aux proches aidants. Essentiellement, la présentation sera faite par la fiscaliste Caroline Lavoie, mais je vais prendre quelques minutes un peu pour placer un peu le portrait avant de lui céder la parole. Tout au plus, quelques minutes. Alors, euh, D'abord, qu'est-ce que la Chaire vient faire dans la fiscalité des proches aidants? Peut-être rappeler rapidement la mission de la Chaire. Donc, la Chaire vise à diffuser des connaissances sur des enjeux de politique fiscale, premièrement. Et il y a aussi des objectifs à la Chaire de faciliter la compréhension des politiques publiques et de diffuser les connaissances auprès des décideurs, donc des politiciens, mais aussi auprès d'autres chercheurs et auprès d'un large public. C'est ce qu'on fait ce soir en vous permettant d'échanger avec une fiscaliste sur la fiscalité des proches aidants. Donc, en gros, le déroulement de la soirée va se faire comme suit. Caroline, dans un premier temps, va présenter les mesures pour aidants naturels et proches aidants qui existent. Elle va également aborder les mesures qui sont souvent liées à la notion de proche aidant, qu'on parle de mesures fiscales pour personnes à charge, mesures fiscales pour personnes avec un handicap. On va ensuite passer à la période d'échange avec le public. Donc, on va répondre aux questions que nous avons reçues depuis l'inscription. Vous avez sollicité, envoyez-nous nos questions. On a une série de questions déjà emmagasinées qu'on va répondre. Il sera possible pour vous d'écrire dans la boîte de dialogue directement certaines questions. Et il sera possible également d'ouvrir votre micro et votre caméra, le cas échéant, et de pouvoir poser votre question directement à Caroline. Quand on va arriver à la période de questions, Suzy va faire le rôle de modératrice ou de gestionnaire des questions. Donc, on va procéder ainsi. Donc, nos interactions là, en haut, pour ceux qui sont moins familiers avec Teams, il y a une petite bulle qui s'appelle Conversation que j'ai encerclée en bleu. Là. Donc, si vous voulez écrire dans la boîte de dialogue, vous n'avez que cliquer là-dessus. Si vous voulez, à la fin, poser directement vos questions, il y a une main avec un petit visage que j'ai encerclé en jaune. Vous pourrez lever votre main là et lorsque Suzy vous donnera la parole, vous pourrez, dans le cercle à côté de quitter, là, mais où j'ai mis un cercle rouge, vous pourrez ouvrir votre caméra et ouvrir votre micro. Bon, quelques informations également qui me restent avant de céder la parole à Caroline et Suzy. La Chaire a développé au fil des années une série d'outils pour vous aider à produire notamment vos déclarations d'impôts. Donc, il y a un guide qui est assez populaire, le guide des mesures fiscales, dans lequel, si vous allez sur le site de la Chaire, dans le guide des mesures fiscales, vous pouvez trouver sous différents thèmes environ 75 mesures fiscales qu'on a tenté de vulgariser le plus possible, de mettre des petits bons à savoir, de mettre les distinctions entre le fédéral et le Québec, le cas échéant. Donc, ça vous aide à comprendre les mesures. On a aussi par la suite complété un guide de transition de vie. Souvent, les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe lorsque je débute une vie commune? Qu'est-ce qui se passe en cas de rupture? Qu'est-ce qui se passe en cas d'étudiant qui passe d'étudiant à travailleur? Donc, une série de transitions de vie comme ça, où on a mis des cas types, on a expliqué des faits, puis on peut montrer l'interaction qui se passe avec différentes mesures fiscales que les gens n'avaient pas droit avant, mais qui débutent à avoir droit. Et enfin, un troisième outil, qui est un calculateur, justement, de crédit d'impôt pour les aidants naturels. Donc, dans cet outil-là, on est obligé, comme les crédits d'impôt pour aidants naturels sont relativement complexes, on y va par une série de questions qu'on vous pose afin de déterminer ou que vous puissiez connaître si vous êtes admissible à un ou l'autre des crédits pour aidants naturels. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Caroline et c'est, comme je le répète, c'est Suzy qui va faire le rôle de modératrice pour la période de questions. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'être là. Merci, Luc. Merci beaucoup, Luc. Donc, bonne soirée tout le monde. Je t'invite à prendre le contrôle de la présentation oui, aussi. c'est vrai. Oui. J'allais l'oublier. Voilà. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence. Donc, on va parler
principalement des aidants naturels, de qu'est-ce qui est possible d'aller chercher. Donc, première des choses, on va regarder les crédits d'impôt spécifiques aux aidants naturels. Donc, on en a deux. On en a un au fédéral et un au Québec. Bien qu'ils portent presque le même nom, sont vraiment pas pareils. Les critères ne sont pas pareils et les montants non plus. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Donc, pour vous référer à savoir si une mesure est fédérale ou provinciale, bien, on a un petit drapeau en haut du Canada, ça veut dire que c'est fédéral. Sinon, si on a un petit drapeau du Québec, c'est que la mesure est du Québec. Donc, le crédit canadien pour aidants naturels, c'est un crédit non remboursable. Donc, c'est un crédit pour lequel il faut avoir de l'impôt à payer pour avoir une économie d'impôt. Ça s'adresse, dans le fond, aux personnes qui aident une autre personne. Donc, la personne à charge, ça peut être soit l'époux ou le conjoint de fait, ça peut être un enfant mineur, mais ça peut être aussi une autre personne à charge là, qui a un lien avec le proche aidant. Donc, ça peut être un enfant ou un petit enfant qui est majeur. Ça peut être le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, frère, sœur, neveu et nièce. Donc, c'est quand même assez élargi là, à qui ça peut s'appliquer. La personne à charge doit être à charge de l'aidant naturel en raison d'un handicap physique ou mental. Donc, ce n'est pas nécessaire que la personne soit admissible au crédit pour personnes handicapées. Dans ce cas-là, ben, l'ARC pourrait demander là, une note signée par un médecin attestant la nature de la déficience. Donc, si la personne est admissible au crédit pour personnes handicapées, bon, la question ne se pose pas. Si on aide cette personne-là, si on est un aidant naturel pour cette personne-là, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas admissible au crédit pour personnes handicapées, ça ne vient pas restreindre l'accessibilité au crédit canadien pour aidants naturels, sauf que l'ARC pourrait me demander une attestation signée par le médecin à l'effet là, que la personne a besoin de quelqu'un dans ses activités quotidiennes. La personne à charge doit aussi résider au Canada à un moment de l'année. Donc, ça ne peut pas être pour une personne qui est à l'étranger. Il faut qu'elle soit résidente du Canada à un moment donné au cours de l'année. Mais par contre, la personne à charge n'est pas obligée de résider avec l'aidant naturel. Donc, avant ça, le crédit, il a changé le crédit pour aidant naturel du Canada. En 2016, il fallait qu'il y ait une cohabitation. Maintenant, c'est plus nécessaire. Sauf que si la personne ne vit pas avec moi puis que je lui apporte un soutien, ben je dois là, subvenir là, à ses besoins qu'on appelle ses besoins de première nécessité. Donc, je dois là, engager des dépenses ou à tout le moins apporter un support important dans les besoins là, essentiels de la personne aidée. Donc, troisième critère, c'est que bon, la personne aidée, personne à charge, doit avoir un revenu inférieur à 25 195 en 2022. Donc, c'est un crédit qui est réductible en fonction du revenu. Et bon, passé 25 195 ben, le crédit est rendu à zéro. Donc, le revenu de la personne à charge là, ne doit pas être trop élevé, sinon là, on perd le crédit comme tel. Bien, il est réduit à zéro. Donc, le crédit canadien, c'est du fédéral, il est basé sur 2 montants. Donc, c'est possible d'avoir jusqu'à un maximum de 7 525. La portion de 7 525 va s'appliquer dans le cas de personnes qui ne sont pas le conjoint ou un enfant mineur. Donc, c'est-à-dire que le montant inférieur de 2 350, lui, s'applique au conjoint et à l'enfant mineur. Donc, pour chaque enfant mineur à charge atteint d'un handicap ou admissible au crédit personne handicapée qui a besoin d'un support, ben, je peux aller récupérer 2 350 fois 15 pour le 7 525, ça pourrait s'appliquer, par exemple, à mon père ou ma mère, mon frère, ma sœur,
Donc, le montant minimum, c'est pour le conjoint enfant mineur ou conjoint ou une personne à charge admissible, là, ce qu'on appelle l'équivalent conjoint. Donc, ça peut être là, pour mon père ou dans le fond, c'est une personne qui remplace le conjoint aux fins fiscales. Quand on est en couple, j'ai le droit, chacun a le droit à ses crédits d'impôt, ses crédits de base. Quand mon conjoint n'a pas de revenus, ben je peux récupérer son crédit de base. C'est le crédit là, pour conjoint. Quand j'ai pas de conjoint, mais que j'ai une autre personne à charge, ben je peux là, me retrouver dans la même situation. Donc, je peux avoir un équivalent conjoint aux fins fiscales. Autre particularité du crédit pour aidant naturel, c'est que le montant supérieur de 7 725 peut être fractionné entre plusieurs aidants. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui apportent un soutien au proche admissible, à la personne à charge, bien, le montant peut être fractionné. L'important, c'est que ça ne dépasse pas 7 725 dans tous les cas. Le montant supérieur est réductible en fonction du revenu. Le 2 350, le montant inférieur, lui, il n'est pas réductible en fonction du revenu, mais le 7 725, lui, il est réductible en fonction du revenu. Donc, la réduction commence à 17 670 de revenu. Donc, inférieur. Si le revenu est inférieur à 17 000, il n'y a pas de problème. Je peux avoir le montant maximum. Mais à partir de 17 670, bien, il commence à avoir réduction et rendu à 25 195. Le crédit est réduit à zéro, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le crédit, les grandes lignes du Crédit canadien pour aidant naturel, personne à charge, admissible au crédit pour personnes handicapées, mais pas nécessairement. Cohabitation, mais pas non plus nécessairement. S'il n'y a pas cohabitation, je dois subvenir à ses besoins de première nécessité. C'est ça, ça peut s'appliquer aux conjoints, enfants mineurs et autres personnes à charge. Du côté du Québec, le crédit pour personnes aidantes, bon, c'est un crédit remboursable. Donc, première différence avec le fédéral, c'est qu'au fédéral, le crédit est non remboursable, tandis qu'au Québec, il est remboursable. Donc, la différence, c'est que même si je n'ai pas d'impôt à payer, je peux le récupérer, crédit remboursable, à partir du moment où je respecte les critères d'admissibilité. Pour y avoir droit, ben je peux y accéder. Là, je n'ai pas, même si je n'ai pas d'impôt à payer. Donc, au Québec, il se décline en deux volets. Donc, deux possibilités d'aller chercher ce crédit-là. Donc, le volet 1, c'est pour les personnes aidées admissibles de 18 ans ou plus, atteintes d'une déficience grave et prolongée. Tandis que le volet 2, c'est pour les personnes aidées de 70 ans ou plus, sans déficience grave et prolongée. Donc, on voit que du côté du fédéral, le crédit n'était pas admissible pour, par exemple, un parent âgé sans déficience. Ça, c'est pas possible. Du côté du Québec, par le volet 2, lorsque mon parent vit avec moi, mon parent âgé de plus de 70 ans et plus, bien, même s'il n'y a pas de déficience ou d'handicap, bien, je pourrais demander là, le crédit pour personne aidante à son égard. Donc, une autre distinction là, avec le fédéral. Donc, les deux volets, à la base, on a un montant universel où il doit y avoir cohabitation. Donc, si je veux avoir là, le premier 1 299 $ en 2022, bien, il faut qu'il y ait absolument cohabitation. Ce montant universel de base-là, il n'est pas réductible en fonction du revenu. Quand je suis sous le volet 1, j'ai la possibilité d'avoir un deuxième 1 299 $. Ça veut dire que ça amène l'aide fiscale à tout près de 2 600 en 2022. Et celui-ci, il est possible de l'avoir avec ou sans cohabitation et celui-ci est réductible en fonction du revenu. Donc, montant universel de base non réductible et volet 1, je peux avoir un double, un autre montant équivalent, mais la portion est réductible en fonction du revenu. Le seuil de réduction
23 635 et le seuil là, pour la réduction, c'est 16 % Excuse-moi, Caroline, Oui. ton seuil de réduction, c'est le revenu de la personne aidée ou le revenu de la personne aidante? C'est le revenu de la personne aidée. Parfait, merci. Donc, c'est le revenu de la personne que j'aide, que j'héberge. Donc, les caractéristiques de la personne aidée selon les deux volets, bon, je l'ai spécifié tout à l'heure, là. Volet 1, c'est les personnes de 18 ans ou plus atteintes d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, ayant besoin d'assistance pour accomplir une activité courante de vie quotidienne. Donc, ça prend une attestation que la personne est admissible au crédit personne handicapée. Donc, contrairement au fédéral, ce n'était pas nécessaire. Je pouvais, même si la personne aidée n'est pas admissible au crédit personne handicapée, avec une attestation médicale venant là, supporter que la personne a besoin d'aide au quotidien, c'était suffisant. Mais au Québec, ça prend absolument, dans le fond, l'attestation que la personne est bel et bien là, admissible au crédit personne handicapée. Donc, sous le volet 2, personnes âgées de 70 ans et plus sans déficience grave et prolongée. Donc, quelle personne se retrouve dans chacune des catégories? Donc, selon le volet 1, bien, ça peut comprendre mon père, mon conjoint, ma mère, mon grand-père, mon neveu, ma nièce, frère, sœur, ou ça peut même comprendre une personne sans lien familial. Donc, dans cette situation-là, quand par exemple, c'est mon voisin, je lui apporte un soutien au quotidien. Mon voisin est atteint a un handicap, donc est admissible au crédit personne handicapée. Moi, je lui apporte un soutien au quotidien, peu importe pourquoi, là, pour l'aider à s'habiller, pour préparer ses repas ou quoi que ce soit. Bien, cette personne-là peut me désigner comme étant son aidant naturel. On remplit une attestation, il y a un formulaire qui est requis qu'on doit présenter à Revenu Québec. Donc, l'attestation d'assistance, là, qui est le TP 1029.an.a. Donc, par ce formulaire-là, on vient attester là, que je suis l'aidant naturel de la personne et c'est un formulaire qu'on doit renouveler tous les 3 ans. Donc, c'est valide pour une période de 3 ans. Sinon, après, il faut le renouveler. Sous le volet 2, pour les personnes de 70 ans ou plus sans déficience grave et prolongée, donc ça peut être le père, la mère, grand-père, grand-mère, l'oncle, tante, etc. Mais ça ne peut pas être le conjoint, ni l'enfant, le petit-enfant, le neveu, la nièce, le frère, la sœur de l'aidant ou de son conjoint. Donc, quand on parle de conjoint ou d'enfant, il faut absolument, pour avoir droit au crédit personne aidante, il faut absolument qu'il y ait présence d'un handicap et que la personne soit admissible au crédit pour personnes handicapées. Qu'on verra tout à l'heure, qu'on va parler là, comment on peut l'obtenir, ce crédit-là. Caroline, une petite question. Est-ce Oui. que justement, concernant les questions, s'ils sont vraiment relatives aux diapos où tu es, est-ce que tu veux les avoir au fur et à mesure ou on attend à la période de questions? On peut les faire au fur et à mesure, ça ne me dérange pas. Parfait, puis si ça couvre autre chose. Donc, je vais réouvrir les caméras et les micros, autoriser les micros et les caméras. Et on va demander, il y a déjà une question de Richard. Donc, si vous pouvez ouvrir votre micro, poser la question. Allez-y. Oui, bonsoir. Dans le volet 1, est-il exact que la personne doit avoir au moins 18 ans, mais moins de 70 ans? Non, pas nécessairement. Okay. Non, elle peut avoir plus de 70 ans. Dans le fond, le volet 1 va me permettre d'aller chercher 2 montants, 2 fois 1299. Donc, j'ai un premier montant qui est non réductible en fonction du revenu, puis j'ai un deuxième montant de 1299. Donc, si la personne elle a un handicap, c'est 18 ans et plus, ça peut être 75 ans aussi. Je vais pouvoir aller chercher les deux, tandis que si elle n'a pas d'handicap,
à 75 ans, je vais aller chercher juste le premier 1299, là, celui qui n'est pas réductible en fonction du revenu. Je n'aurai pas le droit au deuxième. OK. Donc, mais parce que moi, j'avais une information disant que la personne, le premier volet s'appliquait à une personne aidante prenant soin d'une personne de 18 ans ou plus, atteinte d'une déficience grave et prolongée, qui a besoin d'assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou d'un conjoint d'au moins 18 ans, mais de moins de 70 ans. Et ça, c'est pas bon, c'est pas vrai. Ben non. Selon moi, non. Ça l'arrête pas. Le volet 1 ne s'arrêtera pas parce que la personne atteint l'âge de 70 ans. Ça serait comme pas logique, là, dans le sens. Ça serait vraiment pas logique. Cette personne-là doit être atteinte d'une déficience grave et prolongée. Oui, absolument. C'est le critère important selon le volet 1. C'est une déficience grave et prolongée. Donc, attestation que le médecin traitant remplisse le formulaire TP 752.0.14 et que ce soit là, rendu là, à Revenu Québec à tous les 5 ans. Merci. Bienvenue. Il y a une autre question, on va prendre une autre, puis après, on va te laisser continuer un petit bout avant de en prendre d'autres. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Ami. Donc, je vous avoue, est-ce que vous pouvez m'ouvrir votre micro et poser votre question? Oui, bonsoir. Mon prénom, c'est Amine. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas écrit en entier, désolé. Donc, merci pour la séance d'information. J'avais une question par rapport au formulaire pour personnes handicapées. Est-ce que c'est le même formulaire qu'on doit faire remplir au Québec ou au fédéral ou il y a deux formulaires différents qu'il faut demander au médecin? Oui, il y a deux formulaires différents. Je ne vous répondrai pas tout de suite parce que dans les prochaines diapos, je vais en parler justement des formulaires. Là. Si jamais ça ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à me reposer la question, mais je suis certaine que je vais vous donner l'information dans les prochaines diapositives. D'accord, merci. Est-ce qu'on aura accès à ces documents d'information par la suite ou est-ce qu'il faut prendre des notes? Tout à fait. Le diaporama va être disponible sur le site de la chaire en fiscalité et finances publiques dans les prochains jours. Et il y a une captation vidéo en ce moment aussi, donc ça va être aussi rendu disponible. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, si je poursuis avec les critères pour le crédit pour personne aidante, donc que ce soit pour le volet 1 ou pour le volet 2, il doit y avoir une période d'aide de 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours dans l'année d'imposition, sauf s'il y a décès naturellement. Donc, c'est ce qui veut dire que si j'ai commencé à aider mon proche, une personne qui se qualifie, si j'ai commencé à l'aider, je ne sais pas moi, au 1er septembre, ma mère handicapée est venue s'installer chez nous, est venue vivre avec nous. Bien, pour 2022, je ne pourrais pas demander le crédit. Ça ne fait pas 365 jours consécutifs qu'elle vit avec nous, qu'elle a, dans le fond, la période d'aide ne fait pas 365 jours. Donc, je vais devoir attendre à 2023 pour demander le crédit. Même chose, là, l'exception en cas de décès. Donc, si ça faisait plusieurs années que ma mère vivait avec moi, puis que, bon, en début d'année 2023, elle décède, je n'ai peut-être pas les 183 jours dans l'année, mais étant donné que je respectais le 365 jours consécutifs dans les années antérieures, bien, la règle du 183 jours, là, elle n'a pas à être respectée dans les situations de décès, dans la mesure où l'autre, le 365 jours, est respecté. Il est possible de partager le crédit pour personnes aidantes entre différentes personnes là, qui ont apporté un support à la personne aidée. Donc, ça prend au moins une période de 90 jours pour y avoir droit. Et encore une fois, naturellement, on ne peut pas dépasser là, le montant qui aurait été demandé pour une seule personne. Une des restrictions qui n'est pas banal, c'est que bon, la personne aidée admissible ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés ni dans une installation du secteur du réseau public tel qu'un CHSLD. Donc, si moi, j'apporte un soutien à mon parent qui vit en résidence ou qui est en CHSLD, bien, malheureusement, on ne pourra pas demander ce crédit-là.
C'est une contrainte là, qui a été ajoutée, si on veut, parce que le crédit pour personnes aidantes a été modifié en 2020. Et avant, on n'avait pas cette restriction-là, mais maintenant, là, depuis les modifications, on l'a. Je prendrais une petite Oui. minute. Il y a quelqu'un qui avait posé la question justement dans les questions envoyées qui disait pourquoi que ça arrive. Donc, c'est un peu difficile pour nous d'avoir le vrai pourquoi, mais notre compréhension ou notre intuition là-dessus, c'est que lorsqu'on est en résidence pour aînés, il y a déjà par ailleurs beaucoup d'autres services dans cette résidence-là qui donnent droit au crédit pour maintien à domicile des aînés. Donc, qui est aussi relativement généreux, surtout quand on est en résidence pour aînés. Donc, il y a un partage finalement des soutiens ou des soutiens de l'État du Québec à cet égard-là. Fait que c'est un peu notre intuition et la réponse donc à cette question-là. Je te laisse continuer. Merci, Suzy. Donc, en résumé, le crédit pour personnes aidantes, ça peut paraître complexe. Donc, j'ai deux possibilités, volet 1, volet 2. Le volet 1, je peux être avec cohabitation, sans cohabitation. S'il y a cohabitation, j'ai deux montants que je peux aller récupérer. Un 1299 non réductible en fonction du revenu. Un autre 1299 réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, à partir de 23 055, le crédit commence à diminuer et devient à zéro. Là, cette portion-là de 1299 devient à zéro si le revenu excède 31 174. Le volet 1, sans cohabitation, donc je n'ai pas le droit au montant de base non réductible en fonction du revenu parce qu'il n'y a pas cohabitation, donc je peux seulement avoir la portion réductible en fonction du revenu. C'est la même façon de le calculer que le volet 1 avec cohabitation. Et j'ai mon volet 2 qui me permet d'aller chercher là, un 1299, le montant de base non réductible en fonction du revenu. Et le volet 2, je n'ai pas le choix d'avoir, il faut qu'il y ait cohabitation. Je ne peux pas demander le volet 2 pour le crédit de personne aidante. Je ne peux pas le demander s'il n'y a pas de cohabitation. Donc, même si j'apporte un soutien à mes parents âgés qui demeurent pas très loin dans ma rue, je vais avec eux à leur rendez-vous médical, je vais faire des commissions, je leur apporte un soutien, mais je ne pourrais pas parce qu'il doit y avoir absolument cohabitation selon le volet 2. Il y a une petite question, Caroline, oui. de Armand Billette ou Billette. Si vous voulez ouvrir votre micro pour poser votre question. Oui, quand on parle de cohabitation, OK? Oui. Avec, est-ce que la présence doit être 7 jours par semaine ou ça pourrait être 6 jours, 4 jours? Comme moi, j'ai une dame que je connais qui demeure avec ses parents. Elle demeure avec son conjoint, mais 6 jours par semaine, elle va cohabiter avec ses parents qui ont l'Alzheimer, puis elle prend une journée de répit, elle retourne à sa demeure. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que c'est une très bonne question? Je vous dirais c'est une très bonne question parce que là, dans le fond, c'est l'aidant, la personne aidante qui va résider avec ses parents, mais ce n'est pas son lieu principal de résidence à elle parce qu'elle a un conjoint. C'est une situation particulière qui mériterait de s'y pencher. Honnêtement, je ne pourrais pas là, dire oui ou non. C'est une situation là, hors du commun, à mon avis. Là. Dans le pire des cas, après la rencontre, si j'ai la possibilité de trouver l'information, je pourrais l'ajouter dans le PowerPoint avant qu'il soit là, déposé sur le site de la chaire. Mais c'est vraiment une situation particulière qui mérite, qui mérite étude. Puis peut-être que dans un cas comme ça vaut la peine d'aller consulter un professionnel là, pour avoir une question qui Oui, c'est pour avoir l'ensemble du portrait. Même dans la question, dans le volet 1, sans cohabitation, mais c'est quoi la présence qui est requise?
C'est quoi la présence qui est requise? Bien, c'est un soutien quotidien. On parle de subvenir aux besoins de première nécessité, c'est-à-dire apporter un support au niveau du logement, de la nourriture, des vêtements. Donc, c'est un peu ça, mais c'est aussi apporter un support quotidien à l'aide au repas, à l'habillement. C'est vaste, là. Tu sais, il n'y a pas de définition précise sur ce que ça prend exactement, mais ça prend un support quotidien. Tu sais, je ne peux pas dire que je suis un aidant naturel si je vais une fois, 2 fois, 3 fois par année avec mon parent chez le médecin ou si je vais à l'occasion passer du temps avec eux pour l'aider dans les tâches ménagères ou la préparation des repas. Il faut que ça soit quelque chose qui est de façon régulière et continue, là. Okay. Je n'ai pas dit nulle part dans la loi qu'il faut que ça soit de façon quotidienne et ponctuelle à tous les jours. Ça pourrait être une fois par semaine, voir si tout est correct, si le frigidaire fonctionne bien. C'est ça. Il faut que ça soit de façon régulière et continue. C'est-à-dire que c'est pas juste à l'occasion, c'est de façon régulière. OK. J'arrête juste une sous-question à la première question que j'ai posée. Oui. C'est la dame visite ses parents 6 jours par semaine. Elle n'a pas de revenus. Elle se demandait si, à ce moment-là, son mari perdrait son exemption pour personne à charge pour l'exemption de personnes, l'équivalent de personnes mariées. Est-ce qu'elle peut avoir ce volet? Moi, je dirais que non, parce que dans le fond, la cellule familiale, c'est monsieur, madame, même si madame n'est pas présente quotidiennement dans la maison du couple, ils sont toujours en couple. Donc, fiscalement, c'est des conjoints. Fait que si la dame n'a pas de revenus, ben, je veux dire, ils sont pas séparés, là. Ils sont séparés parce que madame va passer du temps avec ses parents, mais ils sont pas séparés, divorcés. Il n'y a pas rupture de l'union. Donc, puis le crédit d'impôt, il est pas imposable. C'est un crédit d'impôt remboursable qui n'est pas imposable quand elle le reçoit, la dame. Ce n'est pas une somme imposable, fait que ça ne diminuerait pas non plus le crédit pour conjoint à charge de son conjoint. Mais le volet était plus au niveau fédéral, dans le sens que l'exemption fédérale, à ce moment-là, c'est de l'aidant naturel. Ce que j'ai lu tantôt, c'était à 2300. Que la dame pourrait mettre son rapport d'impôt. Ça veut dire que son mari pourrait aussi prendre son épouse comme l'équivalent de personne mariée. Puis l'exemption de personne mariée, elle peut être aidant naturel puis se faire prendre la charge par son mari. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Elle pourrait être aidant naturel. Oui, mais si c'est parce que madame, la dame n'a pas de revenus, celle qui. Oui, exact. Oui, OK, elle n'a pas de OK, bon, ben si elle n'a pas de revenus, elle ne pourrait pas être le crédit du fédéral, il est non remboursable. OK, il n'est pas transférable au mari. Ben oui, il pourrait être transférable au conjoint, effectivement. Okay. Il pourrait être mais c'est vraiment une question qui demande plus de recherche et tu sais, je ne suis pas à l'aise de vous répondre là, comme ça, du tac au tac, parce que je trouve que c'est une situation particulière. C'est un peu pointu. OK, merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. OK, c'est bon. Mais comme je vous dis, je prendrai le temps d'analyser ça, puis peut-être l'ajouter dans le PowerPoint si je trouve une question là, qui est pertinente. OK, c'est bon. Caroline, on va continuer finalement jusqu'à la période de questions, je pense, pour pouvoir couvrir ceux et celles qui nous les envoyaient. Puis il va rester du temps pour vos questions, fait qu'on va revenir aussi. Donc, soit par écrit ou soit par. Fait qu'on continue le cours. D'accord. Donc, sous le volet 1, il y a aussi la possibilité de demander un montant pour les frais payés pour des services spécialisés de relève. Donc, un répit, si on veut, à l'aidant naturel. Donc, c'est l'ancien crédit remboursable qui existait là, avant 2020 pour frais de relève là, pour frais de relève donnant un répit aux aidants naturels. Donc, pour 2022, puis pour 2021 et 2020, c'était comme ça aussi, là, c'est la ligne 266 dans l'annexe H
qu'il faut remplir. Donc, si la personne aidante a payé des frais de répit qui se qualifient là, à titre de service spécialisé de relève pour une personne aidée ayant une déficience grave et prolongée, il y a possibilité de demander un montant additionnel en plus des montants là, de 1 299 là, sous le volet 1. Donc, on peut demander jusqu'à 30 de 5 200, donc le maximum là, des frais de service spécialisé de relève, c'est 5 200. Donc, on peut aller chercher, là, je pense que ça fait 1 600 ou 1 800 pièces de plus là, qui est possible d'aller chercher. Ça. Puis cette portion-là n'est pas réductible là, en fonction du revenu. Par contre, les services de relève, ce n'est pas tous les services qui sont admissibles. Donc, il faut que ce soit des services qui sont rendus à domicile. Donc, ça peut être aussi pour la garde et pas nécessairement des soins donnés là, par une infirmière, des soins plus spécialisés. Donc, ça peut être pour la garde et la surveillance. La personne qui fournit les services, c'est soit l'employé de l'aidant naturel ou un travailleur autonome ou une personne qui travaille pour une entreprise qui offre ce genre de service-là, de répit. Et la personne doit détenir un diplôme reconnu. Donc, j'ai mis un lien là, vers le site de Revenu Québec que vous pourrez consulter. Là, on dresse la liste là, des personnes qui peuvent être reconnues dans ça. Puis, ça prend là, vraiment attendez un petit peu, je dois l'avoir dans mes feuilles. Il faut que la personne soit détentée. Et voilà, ici, il faut qu'elle ait un diplôme soit en assistance sociale, familiale et sociale, aux personnes à domicile ou en assistance à la personne à domicile, qu'elle ait un diplôme d'études professionnelles en assistance aux bénéficiaires, en établissement de santé, un diplôme d'études professionnelles en assistance et soins infirmiers. On dresse la liste des personnes à qui on peut payer là, et qui sont admissibles pour que je puisse demander ce supplément-là. Donc, aux personnes intéressées, là, vous pourrez vous référer là, au site de Revenu Québec où on donne vraiment tous les détails de ce montant supplémentaire-là. Donc, en plus des crédits pour aidants naturels du fédéral et du Québec, il y a aussi d'autres crédits qui sont intéressants et pour lesquels on peut récupérer de l'argent là, lorsqu'on est un aidant naturel. Donc, le premier, c'est le crédit pour personnes handicapées. Donc, tant au Québec qu'au fédéral, ils sont pas mal pareils. Okay? Les montants ne sont pas les mêmes, mais les critères d'admissibilité sont sensiblement les mêmes. Donc, c'est aussi 2 crédits non remboursables. Donc, les critères pour avoir droit au crédit personnes handicapées, c'est d'avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales pour une période d'au moins 12 mois consécutifs. Donc, on s'entend que c'est quelque chose qui n'est pas temporaire. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui va être, par exemple, une blessure temporaire ou encore suite à un accident. Si c'est de nature temporaire, ça ne me permet pas d'aller chercher le crédit pour personnes handicapées. Donc, ça prend un minimum de 12 mois consécutifs. La déficience doit affecter le particulier dans sa capacité à accomplir les activités courantes de vie quotidienne, telles que s'habiller, s'alimenter, parler, entendre, etc. On en a une liste d'activités de la vie quotidienne qui sont touchées par ça. Et naturellement, ça prend une attestation d'un médecin traitant confirmant l'incapacité de la personne à accomplir les activités de vie quotidienne. Donc, les formulaires, tantôt on me posait la question, les formulaires à remplir au fédéral, c'est le T2201 et au Québec, c'est le TP 752.0.14. Je sais que par expérience, que le Québec, si on fait remplir le T2201, et qu'on fait une copie et on l'envoie à la fois au fédéral et au Québec, le Québec accepte le formulaire du fédéral. Donc, ça peut être là, des frais en moins de faire remplir seulement un formulaire, mais si on est juste admissible pour celui du Québec, par exemple, dans la situation où je sais que moi, aidant naturel, je n'ai pas d'impôt à payer,
ben, le crédit pour aidant naturel ou pour personnes handicapées, ça ne sera pas utile d'une certaine façon parce que c'est un crédit non remboursable. Donc, je n'aurais peut-être pas besoin de faire remplir le formulaire T2201. Je pourrais faire remplir celui du Québec ou sinon, je fais remplir celui du fédéral et j'envoie une copie du fédéral à Revenu Québec et Revenu Québec l'accepte. Les formulaires doivent être renouvelés de façon pas annuelle, mais à tous les 5 ans. OK? Même si le médecin traitant mentionne dans le formulaire que l'incapacité, elle est permanente, les deux paliers du gouvernement vont redemander un nouveau formulaire à tous les 5 ans. Donc, les paramètres pour 2022, bon, ce n'est pas tout à fait les mêmes montants. Au fédéral, c'est 8 870 fois 15 %. Au Québec, 3 584 fois 15 %. Donc, un petit peu plus avantageux là, du côté du fédéral. Il est possible d'avoir un supplément au montant lorsque l'enfant, on est en présence d'un enfant mineur, d'un enfant de moins de 18 ans. Dans les deux cas, le crédit personne handicapée, il est transférable. Donc, il est transférable à la personne qui assure le soutien du particulier. Donc, au fédéral, c'est possible de le transférer. Si la personne handicapée ne peut pas l'utiliser, elle pourra le transférer soit à son conjoint ou soit à une autre personne qui est, par exemple, l'aidant naturel. OK? Du côté du Québec, le transfert aussi est possible, mais seulement en faveur là, du conjoint. Il ne pourrait pas être transféré là, à l'aidant naturel. Donc, c'est quand même là, un crédit qui est possible en plus de l'aidant naturel, du Crédit canadien aidant naturel ou personne aidante. C'est quelque chose de plus, un crédit supplémentaire que je peux obtenir. Ensuite, du côté du fédéral, il y a le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. Donc, c'est un crédit non remboursable. Les dépenses admissibles pour y avoir droit, bien, elles doivent permettre à un particulier âgé de 65 ans et plus ou à une personne handicapée d'avoir accès à un logement, de s'y déplacer et d'y accomplir des tâches de vie quotidienne ou de réduire le risque là, pour le particulier âgé ou la personne handicapée de se blesser. Donc, il faut vraiment que si je fais des rénovations à une résidence afin de faire en sorte que le logement soit plus accessible, soit plus fonctionnel, diminue le risque de blessure à l'intérieur du logement ou pour y accéder, ben, je pourrais, là, à ce moment-là, demander ce crédit-là. C'est 20 000 $. Le montant de dépenses admissibles a été doublé pour 2022. Donc, 20 000 fois 15 %, 3 000 $ d'économie d'impôt. Donc, des exemples de ce qui pourrait être admissible, l'installation de rampes d'accès. Par exemple, du jour au lendemain, je dois maintenant être en fauteuil roulant. J'ai besoin d'adapter ma maison pour y accéder, avoir une installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant pour accéder dans la maison. J'ai peut-être l'obligation ou la nécessité, à tout le moins, là, de faire des rénovations dans la maison pour rendre peut-être les ouvertures des pièces plus larges, peut-être abaisser les comptoirs pour que ça soit plus accessible à la personne en fauteuil roulant. Tout ça, c'est des choses qui sont admissibles pour le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. C'est un crédit qui est non remboursable, mais qui est aussi qui peut être demandé à chaque année. Donc, c'est pas une fois, je l'utilise une fois, après ça, je ne peux plus l'avoir. Il est possible de l'utiliser plus qu'une fois. Et en plus, la beauté de la chose, c'est que c'est probablement un des seuls crédits qui est disponible, c'est qu'en plus, certaines dépenses pourraient être aussi admissibles au crédit pour frais médicaux. Donc, ça pourrait, par exemple, l'installation d'un ascenseur dans une résidence afin qu'une personne puisse monter au deuxième ou puisse accéder dans la maison. Bien, c'est aussi des dépenses qui sont admissibles aux frais médicaux. Donc, je pourrais avoir les deux crédits pour les mêmes dépenses, ce qui est plutôt là, habituellement là, pas permis dans la loi. Mais avec ce crédit-ci, c'est possible. Il y a aussi le crédit pour frais médicaux que souvent on oublie.
Donc, je l'ai à la fois au fédéral et au Québec. Il est sous les deux formes, non remboursable et remboursable. Le remboursable, c'est pour les personnes à faible revenu. Donc, la façon de calculer au fédéral le crédit pour frais médicaux, c'est les frais payés pour soi, son conjoint, les enfants mineurs à charge, mais aussi ceux pour une personne à charge qui peut être un enfant majeur, le père, la mère, grand-père, grand-mère. Donc, si j'héberge mon parent et que, il vit avec moi et que c'est moi qui assume les frais médicaux, c'est bien important. Il faut que les frais médicaux soient payés par moi pour les demander, pour les considérer dans ma déclaration d'impôt. Je pourrais, là, si c'est moi qui les assume. C'est sûr que je ne peux pas demander, je ne peux pas considérer les médicaments que ma mère qui vit avec moi a payés elle-même. Je ne pourrais pas, mais si c'est moi qui les paie, je pourrais l'ajouter dans mes frais médicaux et considérer ça là, comme tel pour moi. Bon, les frais admissibles, je passe là-dessus, là, mais il y en a une panoplie est vraiment là, très vaste. Il y a aussi naturellement le crédit pour maintien à domicile. C'est peut-être moins applicable là, pour les aidants naturels, mais c'est un crédit qui reste intéressant là, lorsqu'on a 70 ans et plus. Donc, il a changé en 2022. Les modalités ont un petit peu changé. Le taux de crédit est plus avantageux. La réduction en fonction du revenu est un petit peu plus marqué. Ça n'en prend. Il y a deux portions de réduction. Donc, ça l'a un peu changé. Mais je vous ai mis aussi là, le lien pour aller sur le site de Revenu Québec et voir quelles sont les dépenses qui peuvent être admissibles parce que j'ai beaucoup de choses. Hein. J'ai l'aide à l'habillage, j'ai l'hygiène, j'ai aussi les soins infirmiers, l'entretien ménager, le déneigement, la cour extérieure. Donc, il y a une vaste possibilité là, au niveau des services admissibles. Puis, sur le site de Revenu Québec, c'est bien fait parce qu'on va y aller par catégorie, par endroit où on réside. Est-ce qu'on réside dans une résidence pour aînés, dans notre maison, dans un immeuble à logement? Donc, on vient vraiment établir qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible. Donc, c'est intéressant. Un crédit qui sera à surveiller là, pour 2023, donc le crédit pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Donc, ça reste un peu dans la même idée que le crédit aidant naturel. Donc, mais cette fois-ci avec comment je pourrais dire, avec l'ajout d'un logement à ma maison existante. Donc, c'est un crédit qui sera remboursable, qui permettra là, de déduire, plutôt pas de déduire, mais de considérer 50 000 de dépenses admissibles. Donc, un taux de 15 ça fait un crédit maximal de 7 500 $. Donc, le crédit sera remboursable, va être applicable à compter de cette année. Et comme je le disais, ça vise à reconnaître là, les dépenses qui sont engagées pour une rénovation admissible, c'est-à-dire une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible, c'est-à-dire une personne un aîné ou une personne handicapée de vivre avec moi. Donc, l'obligation, elle est malheureusement d'avoir un deuxième logement, c'est-à-dire que doit avoir son entrée principale, sa propre cuisine, sa propre salle de bain. Donc, c'est pas seulement là, la rénovation que je fais dans ma maison pour faire une pièce à mon sous-sol ou au deuxième étage pour que mon parent puisse y vivre. Ça prend l'ajout d'un deuxième logement. Donc, c'est ce qui est présentement là, dans la loi. S'il n'y a pas de changement, c'est de la façon qui va s'appliquer. Autre information et lien utile. Donc, je voulais aussi vous parler de ce qui est la séparation involontaire. Donc, il existe une mesure au fédéral qui permet de déclarer une séparation involontaire. Donc, pour déclarer cette séparation-là, le couple doit être séparé physiquement, c'est-à-dire ne plus vivre sur le même toit. La séparation survient non pas à cause de la rupture ou du divorce, mais en raison de situations là, hors de notre contrôle, comme la maladie, par exemple.
Donc, la séparation n'a pas à être permanente. Ça pourrait être quelque chose qui est temporaire. On pourrait dire pour un certain temps, 1 an, 2 ans, parce qu'on a besoin de soins dans des établissements spécialisés en soins de santé. Et après ça, bon, la santé revient, on va mieux, on revient à la maison. Bien, la séparation involontaire va tout simplement cesser. S'il y a reprise, comme s'il y a reprise à vie commune, là, dans la même résidence, la séparation involontaire est annulée. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les conditions pour avoir la séparation involontaire? Ça, c'est une mesure du fédéral en passant seulement. Donc, il faut être âgé de 65 ans ou plus, au moins une des 2 personnes du couple. Il n'y a pas de changement dans le calcul d'impôt à payer car la séparation involontaire ne met pas fin à l'union. Donc, on reste toujours des conjoints aux fins fiscales. On continue à faire notre déclaration de façon commune. Sauf que pour demander le supplément de revenu garanti, pour calculer le supplément de revenu garanti, bien, je vais considérer non pas le revenu du couple, mais le revenu de chacun des particuliers. OK? Donc, pour tout ce qui est de faire ma déclaration, calculer les crédits, je pourrais même demander le crédit pour conjoint ou pour calculer mes frais médicaux. On continue à faire la même chose, sauf que je vais demander à Service Canada de calculer le supplément de revenu garanti comme si les 2 conjoints étaient séparés, donc en considérant les revenus individuels. Ce qui peut créer des situations où on va aller chercher, par exemple, un couple qui vit ensemble, un a un revenu de 40 000, l'autre a un revenu de, je ne sais pas moi, de 15 000. Les 2 salaires ensemble font en sorte qu'on n'a pas le droit au supplément de revenu garanti, mais s'il y a séparation involontaire, bien, c'est la personne qui a le revenu le plus bas va pouvoir avoir un montant supplémentaire là, pour le supplément de revenu garanti. Donc, et naturellement, ça s'applique seulement dans les cas de séparation involontaire. Par exemple, une situation où un des 2 conjoints a besoin de soins et doit aller résider en CHSLD pour une période déterminée ou non déterminée, bien, ça pourrait être une situation pour laquelle la séparation involontaire serait applicable. Comment on déclare la séparation involontaire? Donc, pour le supplément de revenu garanti, il faut contacter Service Canada. Je vous ai mis les façons de contacter Service Canada. On peut le faire par la poste, par téléphone dans un des bureaux de Service Canada, par téléphone ou directement en ligne à mon dossier. Donc, si on le fait par la poste, on doit remplir 2 formulaires, c'est-à-dire le ISP 3025 qui est la demande de supplément de revenu garanti, excusez, le supplément de revenu garanti et le ISP 3040 qui est une déclaration là, des époux et conjoints de fait là, vivant séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté. Donc, on remplit les 2 formulaires et on doit en faire parvenir ça à Service Canada. Qu'est-ce qu'il y en est au Québec? Bon, supplément de revenu garanti, c'est juste au fédéral, mais le Québec offre aussi une possibilité. Ça passe par le crédit d'impôt solidarité. Donc, il est possible, de façon similaire, dans une séparation involontaire, de demander à ce que chacun des conjoints ait son propre crédit pour solidarité. Donc, si j'ai un conjoint, toutefois, qui habite dans un CHSLD, je reprends mon exemple de tout à l'heure, bien, il ne faut pas oublier que dans un CHSLD, seulement la composante TVQ peut être obtenue. Là. Je ne peux pas avoir la composante logement parce que ça fait partie des exclusions. Donc, il faut aviser Revenu Québec dès le changement, que sûrement le changement survient, soit par la poste, par téléphone. Donc, j'ai deux opportunités, deux possibilités d'aller chercher des sous supplémentaires avec le supplément de revenu garanti et le crédit d'impôt solidarité là, dans les situations de séparation involontaire. Il y a aussi pour les aidants naturels, sans entrer dans les détails, mais juste peut-être vous allumer une petite lumière, dire bien ça existe. Il y a au niveau des normes du travail là, des congés qui sont payés ou non payés.
pour les proches aidants qui doivent prendre là, des congés pour aider une personne malade, un proche qui est malade. Il y a aussi des prestations d'assurance-emploi là, pour les proches aidants. Donc, je vous ai mis les liens. Si ça vous touche, si ça vous intéresse, vous pourrez aller les consulter. Naturellement, les liens que Luc parlait au début pour les outils de la chaire, donc le guide des mesures fiscales, le calculateur de crédit d'impôt pour aidants naturels, donc des petits liens rapides pour pouvoir y accéder là, de façon simple. Donc, on serait rendu à la période de questions. Et c'est là que j'apparais. Et c'est là que tu apparais. Pour gérer un petit peu les questions. Donc, il y a une série de questions qui ont été déjà envoyées. Fait qu'on va les passer en priorité, mais on va aussi passer vos questions. Je pense qu'on va avoir suffisamment de temps. Juste avant, je veux juste dire qu'on a quand même eu une question en lien avec un logiciel d'impôt. Donc, on nous posait des questions sur comment fonctionner avec un tel logiciel d'impôt. On ne répondra malheureusement pas à ces questions. On ne peut pas couvrir l'entièreté des logiciels. Et à cet égard-là, on va vous référer naturellement aux créateurs de ces logiciels-là. Ils ont tous des services d'aide, des services à la clientèle puis ils sont assez spécialisés là, pour vous aider à trouver les différents éléments dans les logiciels. Donc, allons-y. Là, peut-être qu'il faut que je reprenne moi le contrôle pour passer aux questions. C'est bon. Donc, première question, Caroline. Est-il vrai qu'il y a une vérification automatique par les agences fiscales dès la réclamation de 5 000 $ en frais médicaux et de maintien à domicile? Non, ce n'est pas automatique, mais c'est souvent fréquent. C'est fréquent, je vous dirais plus fréquent quand ça dépasse 10 000 $. Moi, je vois souvent, là, quand ça dépasse 10 000 $ de frais médicaux ou de maintien à domicile, souvent, on va avoir une vérification, mais ce n'est pas automatique. Même 5 000 $, c'est vraiment pas automatique, là, c'est de façon aléatoire, mais quand ça dépasse 10 000 $, c'est ils vont demander des pièces justificatives. Oui, c'est ça. Il va y avoir une vérification, mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est fréquent, mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas automatique. De toute façon, il faut toujours garder nos reçus une bonne période. C'est ça, exactement. Prochaine question. Je suis aidant naturel depuis 2018. Ma conjointe était atteinte de l'Alzheimer. Quel formulaire faut-il remplir afin de toucher les remboursements d'impôts? Tu en as un petit peu parlé, là, peut-être. Oui, c'est ça, exactement, comme je l'ai spécifié tout à l'heure. Donc, c'est les T2201 au fédéral, TP 752.0.14 au Québec. Sachez aussi qu'il y a possibilité de redresser les déclarations des années antérieures. Donc, si jamais, le médecin traitant conclut que l'incapacité ou l'Alzheimer a contraint là, dans les activités quotidiennes depuis 2020 et on est en 2022 ou 2023, là, à ce moment-là, il est possible de redresser les années antérieures là, pour aller chercher les crédits auxquels on avait droit. Ce n'est pas un processus trop complexe, les demandes de redressement, je pense quand même. Hein. Non, c'est un formulaire assez simple à compléter. Là. Oui, formulaire assez simple à compléter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de joindre les formulaires nécessaires. Là, je pense entre autres, par exemple, si je veux demander redresser pour aller chercher le crédit pour personnes aidantes, il faut que je remplisse l'annexe H puis que je la joigne à la demande de redressement. Donc, c'est juste ça, mais c'est vraiment pas compliqué. Parfait. Prochaine question. J'ai un fils autiste de 22 ans qui habite dans une ressource la semaine et à la maison la fin de semaine. Nous ne savons plus quelle déduction est disponible pour notre situation. Est-il possible de prendre ses frais médicaux, le crédit pour personnes handicapées, le crédit pour aidant naturel? Donc, oui. Pas simple. Donc, oui, exactement. C'est une très bonne question. Donc, effectivement, c'est facile de s'y confondre. Donc, pour ce qui est des frais médicaux, tant au fédéral qu'au Québec, oui, vous pouvez les considérer, mais dans la mesure, naturellement, où vous les payez.
OK? Je peux vous donner, là, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question-là, elle est en ligne, mais dans le fond, on peut se référer au folio de l'impôt, à un des folios de l'impôt de l'ARC, là, le folio S1F1C1, où là, on vient parler là, de qu'est-ce qu'une personne à charge, OK? Et on définit là pour les frais médicaux, on précise, la question de savoir si une personne est à charge du particulier aux fins de la définition est une question de fait. De façon générale, subvenir aux besoins d'une personne consiste à satisfaire ses besoins vitaux de base, comme la nourrir, la loger, la vêtir, et ça de façon régulière et continue. On subvient généralement aux besoins d'une personne de façon volontaire ou en y étant tenue légalement. Si la personne a du revenu dans l'année, il faudra démontrer que ce revenu n'était pas suffisant pour répondre à ses besoins de base et qu'elle devrait compter là, sur le soutien fourni par le particulier. Donc, si c'est nous qui payons les frais médicaux, donc si vous payez les frais médicaux de votre fils de 22 ans, qui habite avec vous ou pas avec vous dans une ressource, il est possible, là, parce que j'imagine que s'il habite dans une ressource intermédiaire, peut-être que c'est vous qui défrayez les frais pour l'hébergement. Donc, vous subvenez à ses besoins, vous pouvez demander les frais médicaux. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Je vais juste... Oui, je suis en ligne. Oui, parfait, super. OK. Nous, avant 18 ans, on payait des frais par mois. Okay. On n'a jamais déduit dans des frais médicaux. Okay. Je ne sais pas si on est trop tard, parce que là, il y a 22 ans. Bon, non, on a 10 années pour retourner en arrière. Merveilleux. Oui. Parfait, parce que de 15 à 18 ans, on a payé des frais, c'est ça, la semaine. Puis là, 2-3 fois par année, on l'envoie dans une fin de semaine de répit pour qu'on ait un répit, pour ne pas le prendre à la maison. Ouais. Ce qui veut dire que ça peut-tu rentrer dans les frais médicaux? Pour les frais de répit, ce serait comme un peu, sais-tu comme, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-tu comme un camp d'été? C'est un camp qui couche là, puis c'est des gens, c'est un camp pour les autistes spécialisés, là. OK. Qui s'en occupent, qu'il y a des gens là, formés pour ça, là. À ma connaissance, il n'y a pas rien. Peut-être pour, même pas, ça l'arrête à 15 ans. À ma connaissance, pour ça, il n'y a pas rien qui me vient en tête là, qui peut être possible de demander. Peut-être une petite précision aussi. Tantôt, quand les frais pour la maison où il habite, ce n'est pas nécessairement des frais médicaux. Toi, Caroline, ce que tu disais, c'est s'il y a d'autres frais médicaux payés pour l'enfant, là, ils peuvent être déclarés, mais pas nécessairement les frais de location de la maison. Les résidences qu'on payait, là, c'est ça, d'alimentation et de résidence avant ses 18 ans. Je ne sais pas ça, si ça peut être déduit. Les frais est-ce que c'est l'endroit où ce qui était, la question qu'il faut se poser, là, c'est l'endroit où ce qui résidait, là, la ressource, est-ce que ça peut être considéré comme une maison de santé? OK? Un peu comme les résidences familiales. Oui, ils appellent ça des résidences familiales, là. C'est-tu des ressources intermédiaires ou ressources familiales subventionnées par… Ressources familiales, oui. OK. Subventionnées par le secteur public, là? Oui. OK. Bien, ça, il faudrait le valider parce que je sais que dans un CHSLD, qui est un peu le même principe, si on veut, c'est subventionné par le gouvernement, les frais rentrent dans les frais d'hébergement rentrent dans les frais médicaux parce que c'est considéré comme des maisons de santé. Là, ce qu'il faudrait se poser la question, c'est justement si la ressource familiale ou la ressource intermédiaire a la même qualification. Si ça rentre dans ça, j'imagine qu'il doit y avoir des infirmières sur place, des choses comme ça. Pas avant ses 18 ans, mais là, en ce moment, il est dans un centre du gouvernement, puis il reçoit son allocation d'enfant handicapé, puis il lui laisse juste comme 250 par mois, là. Tout est payé. OK. En ce moment. OK. Bon, mais c'est ça. Là, des infirmières, des spécialistes, là. OK. OK. Bien, il faudrait vraiment, là, si si ça se qualifie de maison de santé, les frais d'hébergement pourraient être considérés là, à titre de frais médicaux. OK. Mais c'est la question qu'il faut se poser, là. Vraiment, là, si l'endroit où il est, c'est considéré comme une maison de santé. Parfait. Merci beaucoup. On va continuer. Monsieur Letourneau, est-ce que votre question était sur cette diapo-là ou sur cette question-là?
Oui, ça concerne cette diapositive. Allez-y. C'est une réflexion, corrigez-moi. Oui. Si elle demandait le crédit d'impôt pour personnes handicapées à son fils, oui, il serait probablement éligible au régime enregistré d'épargne invalidité. Oui. Est-ce que, bon, ce serait quelque chose que madame pourrait travailler parce que il y a beaucoup de bonifications. Oui, en effet. En tout cas, je voulais juste. On en a déjà un. Vous en avez déjà un, c'est super. Merci beaucoup, madame, parce que je travaille beaucoup. Je suis bénévole pour un centre d'action bénévole à Quatico et on a des cas similaires. Merci beaucoup de l'éclaircissement. Parfait. Ça fait plaisir. Si je continue un peu sur la question, le crédit personne handicapée, votre fils vous avez fait la demande pour le crédit personne handicapée? Oui. OK, parfait. Fait que le crédit personne handicapée, là, si lui ne l'utilise pas dans le calcul de ses impôts à payer, même s'il ne réside pas avec vous, il pourrait y avoir un transfert. Oui. On a un REI pour lui aussi. OK. Puis le crédit personne handicapée, il est transféré dans votre déclaration? Oui. OK, parfait. Bon, merci Caroline. Merci à vous. Prochaine question. Comment faire une révision pour obtenir le crédit proche aidant lorsque les déclarations des revenus ont déjà été produites? On en a parlé un petit peu, mais je te laisse peut-être faire un petit c'est rappel. ça, on en a parlé. Dans le fond, il faut remplir les formulaires au fédéral. C'est la T1 ADJ, donc c'est une demande de redressement. Et au Québec, c'est le TP1.R, donc une T1 révisée. Donc, comme je disais tout à l'heure, le formulaire est très simple à remplir. C'est une page. On vient indiquer qu'est-ce qui change par rapport à la déclaration qui a été produite et il faut joindre à ça les pièces justificatives à notre demande de redressement et joindre aussi les annexes connexes, là, comme si c'est pour le crédit proche personne aidante, il faut remplir l'annexe H, le mettre. Si c'est le crédit pour frais de garde, il faut remplir l'annexe C et le joindre à la demande de redressement. Donc, c'est à peu près ça là, qui rentre là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Merci. Question suivante. Suite à un accident de travail, mon fils de 30 ans a un handicap physique important. Il vit avec nous depuis janvier 2022. Il reçoit un remplacement de revenus de la CNESST autour de 50 000 net ainsi qu'une allocation pour soins personnels autour de 1 800 par mois. A-t-il droit au crédit d'impôt pour handicapés au fédéral et au provincial, même s'il reçoit ce salaire et cette allocation? Ces crédits d'impôt sont-ils transférables? Donc, moi, je dirais oui. Naturellement, c'est au médecin traitant qui va trancher s'il y a un handicap suffisant pour avoir le crédit d'impôt personne handicapée, mais tout me semble aller dans ce sens. Donc, s'il y a un handicap physique important qui le limite dans ses activités de vie quotidienne, ça serait intéressant de demander au médecin traitant de remplir les formulaires là, en question mentionnés tout à l'heure, là. Le crédit d'impôt personne handicapée, ce n'est pas un crédit qui est réductible en fonction du revenu et ça n'a pas, comment je pourrais dire, ça ne demande pas un revenu spécifique. Donc, je n'ai pas l'obligation d'avoir un revenu d'emploi pour y avoir droit. Donc, la condition, c'est d'être handicapé. Est-ce que les revenus de la CNESST sont imposables? Ils ne sont pas imposables. Ils ne sont pas imposables. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'impôt à payer. Peut-être qu'il ne pourra pas l'utiliser, mais toutefois, il pourra le transférer. Donc, il pourra le transférer si votre fils de 30 ans vit avec vous et que, bon, il ne peut pas utiliser le crédit personne handicapée parce qu'il n'y a pas de revenus imposables, il n'y a pas d'impôt à payer, bien, il pourra vous transférer là, au fédéral, à tout le moins, là, le crédit pour personnes handicapées. Puis même, vous pourrez vous demander là, le crédit pour pour aidants naturels et pour personnes aidantes du Québec. Merci. Question numéro 6. Je suis allée chez mon père de 95 ans à Drummondville pour l'aider avec les repas et le ménage à temps plein pendant 2 semaines. Ensuite, nous l'avons amené chez moi à Saint-Bruno pour l'aider à se nourrir et le surveiller lors de ses déplacements et pour l'empêcher de tomber pour une autre 2 semaines. Quels sont les frais admissibles pour l'impôt? Est-ce qu'il y a des frais de déplacement admissibles ou quelque chose? Selon la situation qui est présentée, moi, je serais tentée de dire que malheureusement,
il y aurait rien. Il n'y aurait pas grand-chose. Les frais de déplacement admissibles, c'est lorsque on se déplace pour un déménagement ou encore pour aller avoir des frais médicaux à l'extérieur de la région où on habite. Ça ne pourrait pas s'appliquer dans cette situation-là. On ne pourrait pas être admissible non plus au crédit pour aidant naturel parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon régulière et continue. On voit ici qu'il y a 2 périodes de 2 semaines durant l'année. Donc, à mon avis, là, il y aurait pas rien là, qu'on pourrait aller récupérer, malheureusement. Merci. Question numéro 7. Est-ce que des données sont disponibles concernant le profil démographique, âge, région, sexe des demandeurs de crédit au Québec? Là, c'est moi qui vais répondre. J'ai fait une petite recherche. À première vue, il existe un document qui s'appelle les statistiques fiscales des particuliers où on voit plusieurs données sur l'utilisation des mesures fiscales québécoises. Malheureusement, je suis allée voir, il y a une seule information en fonction du crédit pour aidant naturel ou pour personne aidante. Je vous mets quand même le lien dans la conversation de ce document-là. C'est en fonction du revenu. Par contre, j'ai trouvé aussi sur un site où il y a des données Québec, où il y a des données ouvertes. Et dans ce cas-là, on trouve plusieurs informations sur l'utilisation de ces crédits-là. Donc, oui, il en existe quelques-uns. Donc, je mets les liens ici, mais je vais les ajouter sur la diapositive avant qu'on l'ajoute sur le site Internet. Donc, comme ça, ceux qui sont intéressés par la question pourront trouver des données. On a fini pour les questions qu'on a eues à l'avance. Il reste quelques questions, Caroline, qui sont dans la conversation. Donc, la première qu'on voit, c'est une personne admissible au volet 2 pour plus de 70 ans commence à avoir un handicap au cours de l'année, donc moins de 365 jours d'handicap au cours de l'année. Aura-t-elle droit au volet 1 aussi ou non? Est-ce que tu as suivi ma question? Oui, je pense que oui, là, si je comprends bien. Là, moi, je pense que, je ne sais pas si la question veut dire qu'on va avoir le droit aux 2 volets, mais si c'est ça, c'est non. Là, on ne peut pas avoir les 2 volets en même temps, c'est le volet 1 ou le volet 2. Sauf que si la personne de 70 ans et plus commence à avoir un handicap, ben à ce moment-là, elle va basculer vers le volet 1. Donc, mais est-ce qu'il y a un délai de journée pour le changement? Moi, je dirais que non, parce que la période, c'est vraiment un critère général pour les 2 volets, le 365 jours consécutifs. Donc, s'il était déjà respecté sous le volet 2, il pourra, là, ça pourra compter là, pour le volet 1. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas demander les deux volets en même temps. OK. Merci. Une autre question un peu plus tôt, c'était est-ce que le crédit de maintien à domicile peut être transféré au proche aidant? Non, malheureusement. C'est vraiment la personne. Pour y avoir droit, il faut être âgé de 70 ans et plus. Ce n'est pas un crédit qui peut être transféré. Et faire attention, si moi, je suis propriétaire de ma résidence et que j'héberge mon parent âgé de 70 ans et plus, ben, je ne peux pas demander, mon parent ne pourrait pas demander les frais, par exemple, pour le crédit maintien à domicile pour l'entretien ménager ou encore pour le déneigement ou l'entretien extérieur il aurait pu demander s'il avait vécu dans sa propre maison, étant donné que le parent âgé ne serait pas propriétaire de la résidence, bien, ça ne serait pas possible de demander le crédit pour maintien à domicile dans ce cas-là. OK? Ça va faire attention, mais ce n'est pas transférable à la personne, à quelqu'un d'autre. Parfait, merci. Mais c'est un crédit remboursable, c'est bien ça? Oui, c'est un crédit remboursable. Oui. Une question qui vient d'apparaître. Une personne mariée dont le conjoint vit en CHSLD pour cause de maladie, peut-elle déclarer vivre seule ou doit-elle se séparer involontairement? Bien, s'il n'y a pas rupture de l'union, on continue à être des conjoints aux fins fiscales. Donc,
si on est toujours, on ne peut pas décider de se déclarer vivre seul, il faudrait qu'il y ait une séparation physique réelle. Et là, bon, on serait des célibataires, si on veut. Mais sinon, ben, un moyen, c'est la séparation involontaire. C'est une belle situation de séparation involontaire si la personne a 65 ans ou plus. S'il y en a une des deux personnes dans le couple qui a 65 ans ou plus, afin d'aller là, chercher chacun son crédit d'impôt. Pas son crédit d'impôt, mais son supplément de revenu garanti. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour des questions, à moins que j'en ai vu. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive de toute façon tout près de la fin. Donc, oui, Madame Suzanne. Allez-y. Je suis encore la maman du petit Otis. OK, oui. Pour est-ce qu'il y avait droit, parce qu'il y avait un des éléments qu'on n'a pas répondu, est-ce qu'il y a droit à des crédits d'impôt d'aide aidant naturel? On aurait besoin de ça pour nous? Oui, attendez un petit peu, je vais retourner dans mon... parce que j'avais fait une petite recherche cet après-midi par rapport à ça, si on l'a couvert. Crédit d'impôt pour aidant naturel. Bon, au fédéral, probablement que oui. Toutefois, bon, il y aurait réduction en fonction du revenu du fils. Et là, oui, c'était non, c'était pas celui qui avait là, le 50 000 Non, lui, il reçoit seulement. Oui, OK. Bon, ben, au fédéral, probablement que oui, vous pourriez y avoir droit parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes. On n'est pas obligé de cohabiter. OK? Vous apportez un support, je pense, quand même là, de façon régulière et continue. Donc, au fédéral, il n'y aura pas de problème. Du côté du Québec, selon le volet 1, la seule façon qu'on pourrait se qualifier, c'est le volet 1 sans cohabitation. Donc, quand on parle de ce volet-là, on dit, bon, la personne ne doit pas habiter dans une résidence privée pour aînés, ni dans un logement situé dans une installation du réseau public. Alors, bon, je suis allée chercher un peu, c'était quoi la définition d'installation de réseau public? Bien, ça comprend les CHSLD et ça comprend aussi les services, là, un immeuble d'habitation où sont offerts des services d'une ressource intermédiaire et d'une ressource de type familial. Donc, malheureusement, étant donné que bon, la résidence où votre fils est logé se rentrerait dans ce critère-là, bien, vous ne pourriez pas demander le crédit pour personne aidante là, selon le volet 1 sans cohabitation, parce qu'il reste dans une ressource intermédiaire, une installation du réseau public. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Bien, il me reste à remercier tous ceux qui ont participé à l'activité. Merci beaucoup de votre participation. On est très contents. Et surtout, merci à toi, Caroline, pour tout le travail et pour tes réponses. Donc, merci, bonne soirée. Venez nous voir. Prochaine activité de la chaire, au lendemain du budget, on a une midi-conférence. Donc, ceux et celles intéressés peuvent aller sur le site et s'inscrire aussi facilement que pour cette soirée-là. Donc, merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Bonne soirée. Au revoir.